tomber dans l'angélisme. Il y a un mot québécois qui est très pratique, c'est la conscientisation. On cherche, entre guillemets, notamment vis-à-vis de la Fondation, on cherche à faire la promotion d'une autre culture de ce qu'on appellerait le logisticien douanier ou le douanier logisticien, où on essaie de lui expliquer que, et c'est pas simple, c'est vraiment pas simple du tout d'ailleurs, qu'il hérite d'un système dans lequel souvent il se conforte très bien, où 90% de ses revenus dans certains cas sont issus de la corruption, dans le sens informel du terme. Et je vais vous donner deux exemples très pratiques. On a créé il y a 10 ans un master douane et logistique. Douane et logistique, c'est quand même assez improbable, c'est un petit peu comme la Fondation, c'est facile, c'est pas moi qui l'ai inventé. Mais douane et logistique, c'était de dire, invitons 10 directeurs de douane ou simples agents de douane pour inoculer en 500 heures de cours pratiques, genre Alain Graal, et des cours de l'OND et des restitutions des douaniers français, comment on doit changer culturellement les pratiques de la douane pour que finalement le fils, le petit-fils et l'arrière-petit-fils de ce douanier ne soient pas dans le même schéma vicieux de se dire que de toute façon il ne s'en sortira que par la corruption et que son mode de consommation ne s'améliorera que parce qu'il sera dans l'informel et non pas dans le formel. Donc il y a ce premier vecteur, ce premier véhicule. Je suis obligé de dire en 2015 que ce programme n'existe plus parce que l'Université du Havre n'a pas cru au modèle, parce que, encore une fois, ça ce sont des modèles qui sont exigeants en coût, parce que là il faut prendre intégralement en charge votre douanier. Donc surtout que c'était vis-à-vis des pays en voie de développement africain, parce que c'était francophone, et que ça n'a duré que quelques années, parce que c'était sur la bonne volonté de quelques individus. Donc c'est dommage, mais voilà un petit peu comment la première chose. Et la deuxième, c'est que dans le contexte international, on va être de plus en plus pénalisé si on reste dans des modes douaniers où le papier fait foi. Et si vous êtes une spécialiste de l'Asie centrale, vous savez très bien, déjà le statut très particulier du douanier dans la hiérarchie et dans la respectabilité de la caste publique, on va dire ça comme ça, et de l'importance fondamentale du papier. Donc il y a aussi tout un corpus de lois qui change, où on reconnaît l'électronique, la signature électronique, le e-bill of lading, on reconnaît tout un ensemble de nouvelles pratiques qui vont dématérialiser le flux et la procédure, et qui vont rendre obsolètes toutes les douanes qui ne voudront pas s'adapter. Alors, une fois que j'ai dit ça, c'était encore une fois des processus très longs, mais quand vous avez le DG des douanes béninoises qui vient faire la promotion de notre système informatique communautaire dématérialisé à Abidjan ou au Sénégal, je peux vous assurer que déjà, en quelques années, on a l'impression d'avoir beaucoup avancé. Et puis la troisième chose, c'est aussi la formation des gens qui utilisent les douanes. Les transitaires, les commissionnaires, le petit exportateur qui, une fois par mois, va envoyer 3, 4, 500 kilos en Europe. Lui, il ne sait pas faire de l'informatique communautaire, il ne sait pas aller se connecter à un système pour faire ce qu'il a toujours eu l'habitude de faire, c'est glisser 1000, 10 000 pour pouvoir avoir son tampon. Au Bénin, on a formé plus de 8000 personnes sur des plateformes communautaires. Les gens viennent dans des salles communes, publiques, où ils viennent faire leur processus, toutes leurs procédures. On les accompagne dans la procédure, on leur prend la main et le clic. Et on explique que, voilà, là, ils n'ont pas besoin de payer plus. Ils vont payer tout ce qui est légalement nécessaire de payer. Donc on est véritablement, c'est évangélique cette affaire-là. Rendre un douanier d'un pays enclavé, enfin pas enclavé, d'un pays en voie de développement vertueux en quelques années, on rêve en couleur. Mais on voit, nous, des processus lents d'amélioration. On est en République démocratique du Congo aujourd'hui. On cherche des gens comme vous pour aller à Lubumbashi. Ce GET cherche du monde pour aller en République démocratique du Congo pour faire ce que je viens de vous expliquer, auprès de la communauté locale. Ah bah moi je vais exporter depuis Lubumbashi via Matadi, via Pointe-Noire, mais il faut que je dématérialise maintenant, mais comment je fais? On a du mal à trouver du monde pour aller former ces gens-là là-bas. C'est pas simple. Je voudrais apporter aussi un autre éclairage, c'est que la difficulté concernant ce point évoqué par Yann, alors c'est vrai qu'on est dans une échelle de temps qui est
faut y croire, quoi. Hein, ah oui, il faut vraiment y croire, parce que quand on a expérimenté soi-même des problématiques liées à des dédouanements, et là je ne parle pas dans le sens où on exporte de ces pays-là, mais on importe. Je pense aussi que les acteurs, alors là je reviens sur les acteurs humanitaires sur le terrain, manquent d'expertise douanière au sein de leurs équipes en capitale. C'est un budget énorme qui est dépensé. On se fait largement enfariner aussi parce que je pense qu'il y a vraiment un manque de connaissances là-dessus. Moi, ça fait des années que je me bats avec MSF pour que ça y ait plus d'expertise au niveau des équipes. Hein. C'est pas encore, c'est très lent aussi, peut-être pas à la même échelle, mais c'est très lent. Et c'est vrai que c'est une vraie difficulté puisqu'il y a une incompréhension du coup entre l'acteur qui va du pays, hein, qui est peut-être mal payé, qui ne connaît pas bien les systèmes, qui n'a pas envie de se sortir du papier effectivement et passer au dématérialisé. Mais il y a un autre problème aussi, c'est qu'en face, les personnes, quelquefois quand elles cherchent à faire entrer ou sortir dans la marchandise, elles ne savent pas de quoi elles parlent. Donc il y a une double incompétence en fait des deux côtés. Au niveau entreprise, je ne sais pas, mais je peux vous dire qu'au niveau ONG, c'est le cas. Mais comme tu le dis, Alain, je pense qu'une ONG qui fait de l'international ferait un petit calcul d'embaucher un spécialiste de la douane versus ce que ça va lui rapporter. Je pense que moi, je fais le pari le poste est vite rentabilisé. Voilà, tout de suite. Alors après, ça dépend des volumes, ça dépend des valeurs, mais ça dépend aussi du salaire du spécialiste de la douane. Mais évidemment que logiquement, là encore, je reviens toujours de manière extrêmement vile hein, à combien ça rapporte. Et chez n'importe quelle entreprise privée qui va embaucher un humanitaire spécialiste de la pro, de la supply ou de la douane, il va se dire faut que tu fasses 2,5 fois ce que tu me coûtes, point. Et puis c'est très vite calculé. Hein. Il suffit de débloquer une situation où il payait 10 ou 100 000 CFA de sur Astari. J'allais en parler des frais d'immobilisation conteneur sur un port parce qu'il y a des problèmes administratifs autour. Si vous avez affaire à un spécialiste qui vous débloque la situation, je peux vous dire que vous avez vite fait de rentabiliser l'intervention du spécialiste. J'ai un excellent exemple. Il y a un conteneur à Lomé qui était bloqué depuis 46 mois. 46 mois. Ça concerne. Sauf que c'était une machine-outil allemande qui devait monter au Tchad. Et il a fallu faire venir avocats, etc. pour pouvoir débloquer la situation. Parce que, en fait, pourquoi 46 mois? Parce qu'ils avaient paumé le conteneur, ils ne savaient plus où il était. Et ils le retrouvaient dans un coin du terminal de Lomé. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, à Lomé, aujourd'hui, vous avez des opérateurs privés qui ont des systèmes qui permettent de tracer et de demander mais où il est le conteneur, mais celui-là, d'où vient-il, que fait-il ici? Et donc, il a fallu débloquer une situation qui a dû coûter une fortune, parce que la machine à l'intérieur coûtait aussi très cher, même après 46 mois de blocage. Et donc, imaginez bien que s'il y avait eu peut-être des compétences en amont, on aurait peut-être certainement solutionné le problème bien avant. Une question. 45. J'ai eu cet exemple-là. Bon, on a des sous-nigériens. Bonjour, je m'appelle Lisa Amir. Alors, je pense que je dois être la seule représentante d'entreprise ici. Voilà, je fais partie du groupe Géodis, qui fait partie de la branche SNCF Logistique. J'ai appris hier d'ailleurs que SNCF était partenaire de je suis venue aujourd'hui, j'ai l'impression d'être un petit peu comme un cheveu sur la soupe, mais pas tant que ça, parce que je me suis retrouvée, et j'ai retrouvé les composantes de l'entreprise un peu dans chaque phrase qui s'est dite aujourd'hui.